Prendre une dizaine de minutes. Je vais d'abord aborder la question de l'identification des plans d'eau parce que les retenues, finalement, ce sont des plans d'eau. Je ne rentrerai pas vraiment dans le détail des impacts, mais en tout cas, je les mentionnerai de manière assez générale. Et puis, je dirai quelques mots sur la réglementation en vigueur. Donc, en introduction, on peut passer à la diapo suivante. Alors, ça ressort peut-être pas très bien, mais alors... Donc ça, c'est une carte de France et vous voyez en noir, en fait, les différents plans d'eau qui ont été identifiés en France. Donc, il n'existe pas de base de données nationale qui reprendrait toutes les informations à ce sujet-là. Par contre, il y a des chercheurs qui ont identifié par analyse d'images satellites, en fait, tous les plans d'eau en France. On a une estimation globale de 600 000 plans d'eau. Donc, on voit là avec la densité des taches noires qu'ils sont inégalement répartis sur le territoire. Par contre, pour avoir un peu une idée de ce que ça représente 600 000, on peut se dire que la densité, c'est un plan d'eau à peu près par kilomètre carré en France. Donc, toujours grâce à ces images satellites, on peut avoir une idée des surfaces de ces plans d'eau. Donc, la valeur médiane, la surface médiane, c'est 700 mètres carrés, c'est-à-dire qu'il y a en gros 300 000 plans d'eau qui sont plus petits que 700 mètres carrés de surface, alors qu'on va avoir 300 000 qui sont au-delà de cette superficie. Si on revient au niveau départemental, donc on a dénombré en Haute-Loire 900 plans d'eau. Alors, ça fait 1 tous les 5 km², pardon. Voilà, on n'a pas de données sur les volumes qui sont stockés, ni sur les usages de ces plans d'eau. Alors ça, c'est pas une spécificité du département, c'est vraiment ça, des informations qui sont difficilement recueillies au niveau national. Certains départements mettent en place un gros travail vraiment de terrain pour aller inventorier toutes ces retenues. Alors, on peut passer à la diapo suivante où j'ai mis quelques illustrations là pour qu'on sache de quoi on parle, parce qu'aujourd'hui, on aborde le sujet des webinaires des retenues à usage agricole, mais donc on va avoir des étangs de pêche, des étangs écrêteurs de crues. Vous voyez aussi un étang de baignade, une retenue pour l'irrigation, et puis ensuite des retenues qui vont plutôt être dédiées à la production d'électricité. Alors, il existe un guide juridique de construction des retenues. Alors, je prends mes notes parce que je vais vous lire la définition, parce qu'une retenue, c'est assez général. Donc, la définition, c'est toute installation ou ouvrage permettant de stocker de l'eau, donc réserve, stockage d'eau, plan d'eau, étang, retenue collinaire ou retenue de substitution, quel que soit leur mode d'alimentation, donc par un cours d'eau, par une nappe, par résurgence karstique ou par ruissellement, et quelle que soit leur finalité, agricole, soutien à l'étiage, alimentation en eau potable, maintien de la sécurité des personnes ou alors d'autres usages économiques. On peut passer à la suivante. Donc, d'après cette définition, en fait, voilà, ça, c'est une retenue d'eau. Donc là, la photo, elle a été prise en Poitou-Charentes. Dans le langage commun, on va plus parler de bassine ou alors de méga-bassine. Alors, quelques petites caractéristiques de cette retenue-là, ou en tout cas de ce type de retenue, c'est qu'elles peuvent stocker des volumes qui montent jusqu'à 700 000 mètres cubes d'eau. Elles vont avoir des digues qui peuvent atteindre 10 mètres ou 12 mètres de hauteur et qui s'étendent sur des longueurs de plusieurs centaines de mètres, et puis des surfaces qui se comptent en hectares. Ça peut être 4 hectares, 5, 6, ça monte jusqu'à 8 pour certaines. Par contre, c'est ce que je disais, cette photo, elle a été prise en Poitou-Charentes et c'est pas du tout le genre d'infrastructure qu'on va retrouver dans nos zones montagneuses. Nous, on va plutôt avoir des retenues collinaires, donc voilà, qui vont plutôt ressembler à ce type d'infrastructure ou d'ouvrage. Donc, pour comparer un peu là sur cette image, la retenue en question, elle a une capacité de 6000 mètres cubes, elle a une digue qu'on voit dans le fond qui fait 90 mètres. Et la surface du plan d'eau, c'est de l'ordre de 3000 mètres carrés. Donc, il faut avoir en tête quand même qu'une retenue collinaire, il n'y a pas de définition juridique et bien précise. Donc, on admet qu'elle est construite à flanc de colline, évidemment, mais elle peut être alimentée de différentes manières. Donc, par des ruissellements, c'est-à-dire par les précipitations ou par l'eau des fossés aussi, qui peut être captée et détournée vers la retenue, mais elles peuvent aussi être
être alimentés par pompage dans le milieu ou par l'écoulement d'une source. Voilà, on est passé à la diapo suivante. En fait, en fonction du type de sol et de sa perméabilité, on peut rendre étanche ou non ce type de structure, d'ouvrage, donc soit par une membrane artificielle comme ici, soit par une couche d'argile. Donc ça aussi, c'est une retenue collinaire. Donc dans les ouvrages scientifiques, on va retrouver une typologie. Voilà, ça c'est les grandes caractéristiques. Et sur ce schéma, vous voyez donc différents types de retenues en fonction de leur positionnement sur le cours d'eau et de leur mode d'alimentation. Donc en numéro 1, vous avez ce qui ressemble aux bassines de tout à l'heure. Donc là, en tout cas alimenté par prélèvement dans la nappe. En 2, on va plutôt avoir les retenues qui sont alimentées par prélèvement dans le cours d'eau directement. En 3, là-haut, on voit une retenue collinaire. En 4, là, ça va plutôt être les retenues qui sont positionnées en dérivation d'un cours d'eau. Et en 5, les retenues qui sont carrément en barrage au milieu du cours d'eau. Donc, une fois qu'on a cette typologie de retenues en tête, on peut rentrer plus dans le détail. Alors, on peut passer à la slide suivante. Voilà, et on va voir qu'en fonction des types d'alimentation, on va avoir en fait des distinctions qui sont faites. Donc, lorsqu'on alimente la retenue par la nappe, on peut distinguer ce qui est pompage directement dans la nappe ou alors alimentation par le biais d'une source. Ensuite, et on peut passer à la slide suivante sur tout ce qui est alimentation par ruissellement. Là, on va s'intéresser en fait à la connexion tout au long de l'année ou alors de savoir si la retenue, finalement, à un moment donné, elle est déconnectée. Dans ce cas-là, il y a un système de vannes et de fossés de contournement autour de la retenue. Et du coup, la retenue se remplit à des périodes bien données et puis on peut la couper du réseau au-delà. Ensuite, si on passe à la slide suivante, on va avoir les retenues qui sont alimentées par le biais de la rivière directement, donc soit en pompage directement dans la rivière, le petit schéma du haut. Ensuite, vous avez en bas à gauche 2 types de retenues qui sont plutôt en dérivation. Là, on s'intéresse, est-ce que le dispositif d'alimentation est situé dans le cours d'eau ou plutôt dans le bras de dérivation? Et puis, on va avoir ensuite à droite 2 types de retenues qui sont directement en barrage, et cette fois, soit avec un bras de contournement ou pas. Donc, si on passe à la slide suivante, je vais vous faire peur, mais ne vous inquiétez pas, je ne vais pas rentrer dans le détail et puis je m'arrête là sur les niveaux de présentation des retenues, mais on voit ici, en fait, on peut s'intéresser encore à plus de détails en fonction de la période de remplissage et aussi en fonction de si l'eau est restituée ou pas une fois qu'elle est collectée dans la retenue. Donc là, on a 23 catégories de retenues différentes. Donc, pourquoi est-ce qu'on rentre dans ce niveau de détail? En fait, la réponse, c'est parce que chacune de ces retenues va avoir des impacts différents en fonction de ses caractéristiques. Alors, je vais essayer de présenter les impacts, alors de manière assez générale parce que on ne va pas les détailler justement en fonction de toutes ces caractéristiques. Et puis, on pourrait en parler pendant des heures, mais du coup, je vais faire une présentation assez, plutôt d'abord sur les impacts quantitatifs, puis ensuite sur les impacts qualitatifs. Donc, impact quantitatif, sur cette diapo, vous voyez donc le schéma d'une retenue avec des flux qui entrent, des flux qui sortent. Comme on s'interroge aujourd'hui sur les retenues à usage agricole, donc il faut bien avoir en tête que la finalité, c'est le prélèvement pour l'irrigation. Donc, il y a des prélèvements qui sont quand même importants. Alors, le volume de la retenue ne correspond pas forcément au volume qui est consommé, puisque sur les périodes de remplissage, la retenue peut être remplie, puis on prélève, puis remplie de nouveau et on prélève encore. Donc, sur les différentes études qui ont pu être menées en France, on s'accorde à dire que la consommation d'eau, elle tourne autour de 150-180% de la capacité des retenues. Après, en perte d'eau, il va y avoir l'évaporation en fonction des situations, etc. Mais je ne vais pas rentrer dans ce détail-là. Globalement, on observe une diminution des débits à l'aval des plans d'eau et c'est des choses ces diminutions, elles sont accentuées sur les années qui sont sèches. Aussi, en fonction des retenues, il va y avoir
des étiages qui vont être plus sévères et le rechargement des nappes d'accompagnement aussi qui va être plus faible. Ce que je n'ai pas dit en parlant des impacts, c'est qu'une retenue a des impacts individuels, mais en fait, toutes les retenues qui sont présentes sur un bassin vont avoir des impacts qui se cumulent et qui sont parfois exponentiels. Voilà, si on passe à la diapo suivante, ce qui est juste une petite photo, voilà, pour aborder les impacts qualitatifs. Donc là encore, évidemment, c'est en fonction des caractéristiques de chacune des retenues. Par exemple, les retenues qui sont en cours d'eau, elles vont bloquer le transport des sédiments. Elles vont avoir un impact sur l'incision du lit à l'aval. Elles vont aussi créer des obstacles à la continuité écologique. Et puis, de manière générale, sur les retenues, donc qui sont, qu'elles soient sur les cours d'eau ou pas, pardon, du coup, donc, sur les caractéristiques physico-chimiques de l'eau, on va avoir de manière générale des impacts des effets assez négatifs. Donc, par exemple, des augmentations de température, une tendance à l'eutrophisation, voilà, des diminutions des teneurs en oxygène. Il va y avoir aussi un stock de matières en suspension, donc il peut y avoir pesticides, phosphore, carbone, etc., qui se stockent et qui sont en fait brassés puis relargués lors des vidanges ou lors de prélèvements ou lors de crues. Je vais conclure donc avec la dernière diapo, un tout petit mot sur la réglementation. Donc, la construction des retenues est soumise à la législation, donc qui se retrouve principalement dans le Code de l'environnement. Plusieurs critères sont examinés et donc en fonction de ces critères, soit c'est une simple déclaration, une déclaration qui est faite en préfecture, soit une demande d'autorisation de prélèvement, de construction, pardon. Voilà. Ce qui est intéressant à savoir pour tout le monde, c'est qu'une fois que ces autorisations sont accordées, elles sont accessibles sur le site de votre préfecture.